Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Enquête et Make-up où je vous raconte des histoires criminelles tout en me maquillant. Comme d'habitude, nous allons parler de meurtres, d'agressions sexuelles, donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, passez votre chemin. Est-ce que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première fois, à la fin du tournage, je me suis rendu compte que mon téléphone a arrêté de filmer parce que la mémoire était pleine? Oui. Est-ce que je suis complètement éclatée, complètement épuisée parce que ma fille s'est réveillée toutes les demi-heures la nuit dernière? Oh que oui. Est-ce qu'au lieu d'aller faire une longue sieste, je suis en train de filmer cette vidéo pour la deuxième fois? Tout à fait. Allez, on se motive, c'est parti. L'histoire d'aujourd'hui commence le 5 avril 1996 à La Fresnay, en Normandie, avec la disparition de Marilène Rousset. Ce jour-là, elle a déjeuné chez sa sœur Nadine, qui habitait près de son lycée, et Marilène avait l'air d'être assez énervée. En effet, elle voulait sortir ce week-end-là avec son petit ami, mais son père le lui avait interdit. Marilène était une bonne vivante. Elle aimait sortir, faire la fête, voir ses amis, mais son père, il était assez dur, il avait peur pour elle et la surprotégeait beaucoup. Mais même si Marilène était en colère contre son père, Nadine disait qu'elle avait bien réussi à lui remonter le moral et lorsqu'elle est partie au travail, elle a laissé Marilène avec le sourire. Le mari de Nadine a retrouvé sur la table de la cuisine un mot qui disait « Je pars, ne vous occupez pas de moi, je reviens bientôt, mais pas avant mardi ». Ils ont aussi remarqué qu'elle avait pris 200 francs, donc l'équivalent de 40 euros, dans la cagnotte familiale de sa sœur. Bref, tout ça laissait penser que Marilène avait fait une fugue. Donc ses parents ne se sont pas forcément inquiétés au début et ont laissé passer 4 jours, jusqu'à mardi donc, pour voir si elle revenait. N'ayant pas de nouvelles, ils ont appelé tous les amis, tout l'entourage de Marilène, mais personne ne l'avait vue nulle part. Ils sont allés également au commissariat signaler sa disparition et en parallèle, ils ont imprimé des affiches avec la photo de Marilène et leur numéro de téléphone en espérant avoir des témoins. Effectivement, ils ont eu des dizaines d'appels, on l'avait vu un peu partout dans les 4 coins de la France, mais aucune piste n'était concluante. Les parents de Marilène ont même fini par participer à une émission sur TF1 qui s'appelait Perdu de vue, même s'ils étaient très timides et très réticents à l'idée de le faire, mais leur beau-fils, donc le mari de Nadine, les a convaincus en leur disant que ça allait certainement donner quelque chose, mais malheureusement, cela n'a rien donné du tout. Les policiers de leur côté sont quasi sûrs que c'est une fugue. Pour eux, Marilène en a eu marre d'être bridée par ses parents, a voulu se rebeller et donc a décidé de fuguer. Mais comme elle est mineure, ils sont obligés d'ouvrir une enquête et de vérifier que ce n'est pas plutôt une disparition inquiétante. Alors ils interrogent tout le monde, les parents, la sœur, le beau-frère, les amis, mais en vain. Ensuite, ils comparent le mot qui a été retrouvé sur la table de la cuisine avec l'écriture de Marilène et l'expert est formel, il s'agit bien de son écriture. Tous ces éléments confirment la thèse de la fugue. Et en décembre de la même année, Marilène a 18 ans, elle devient donc majeure, ce qui change absolument tout. En effet, lorsqu'il s'agit de la disparition d'une personne mineure, les policiers sont obligés d'ouvrir une enquête et de la rechercher. Mais quand il s'agit de la disparition d'une personne majeure, les policiers n'ouvrent une enquête que s'il y a des éléments qui prouvent que cette personne est en danger. Or, dans le cas de Marilène, il s'agit d'une fugue, donc elle n'est pas en danger. Et du coup, le procureur classe l'affaire. 6 mois après, le 2 juillet 1997, dans le même coin, John Griffin arrive au commissariat pour signaler la disparition de sa fille Elisabeth. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était le 23 juin. Elle quittait le domicile de son père justement et rentrait chez elle. Et depuis, il n'avait eu aucune nouvelle, ce qui était très bizarre. Elisabeth Griffin était étudiante en chimie à la faculté de Rouen et elle venait de passer ses écrits de partiel. Elle devait rester en contact avec ses camarades qui n'habitaient pas à Rouen pour leur donner le résultat une fois qu'il serait affiché à la fac. Mais elle n'avait donné aucune nouvelle. Et surtout, fin juin, elle devait passer ses oraux, mais elle ne s'est pas présentée. Elle, une étudiante studieuse qui avait énormément révisé pour ses examens. Sa sœur s'est déplacée jusqu'à chez elle, elle a sonné, évidemment elle n'a pas eu de réponse. Elle a aussi remarqué que sa voiture n'était pas à sa place habituelle, donc c'était vraiment très inquiétant. La première piste que les policiers ont explorée est la piste du suicide. Bizarre, me diriez-vous, mais je vais vous expliquer pourquoi.
Elisabeth était quelqu'un d'assez dépressif. Elle avait eu une vie assez compliquée avec sa mère qui s'est suicidée lorsqu'elle avait 9 ans. Et en fait, à la même date à peu près, vers le 25 juin, elle s'était jetée d'une falaise à Étretat. Les policiers ont vérifié le bas des falaises, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont alors récupéré son relevé téléphonique. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, mais son téléphone fixe. Et il s'avère qu'elle a reçu un appel le matin même de sa disparition, un appel qui venait de la remuer à 70 km de Rouen. Mais le correspondant a utilisé une carte téléphonique au lieu d'utiliser sa carte bancaire, donc impossible de retrouver son identité. Les policiers ont également interrogé son petit ami Thomas qui a eu un comportement très suspect le lendemain de sa disparition. Il a pris un train pour l'Espagne pour soi-disant animer une colo. Bizarre, bizarre. Mais bon, il se trouve qu'il avait un alibi en béton, donc retour à la case départ. Quelques jours après sa disparition, les policiers retrouvent la voiture d'Elisabeth dans une cité à Lillebonne. Les portières étaient ouvertes et son sac à main était sur le siège. Dans son sac à main, il ne manquait absolument rien. Il y avait ses papiers, sa carte bancaire, son agenda, absolument tout. Lorsqu'ils ont fouillé son sac, ils ont trouvé un mot qui disait « Fred, 10h, le 24 ». Sachant qu'elle a disparu le 24, c'était peut-être une piste sérieuse. Donc les policiers recherchent un certain Fred dans son entourage. Ils retrouvent une Frédéric, une amie de son petit copain Thomas, se sont posé la question, est-ce que c'est une querelle d'amoureux qui a mal tourné ou quelque chose du genre, mais cette piste n'a pas du tout abouti. Les experts ont également comparé ce mot avec l'écriture d'Elisabeth et ils ont conclu que ce n'était pas du tout elle qui avait écrit ce mot. Donc c'était probablement quelqu'un qui l'avait laissé là pour brouiller les pistes. Dans l'agenda d'Elisabeth Griffin, il y avait un nom qui revenait souvent, Jean-Yves Morel. Et il s'est avéré que ce Jean-Yves Morel, c'était un technicien de laboratoire au laboratoire pharmaceutique Bayer, qui était aussi son ancien maître de stage. Donc ça pouvait expliquer pourquoi il s'appelait souvent. À la gendarmerie, une gendarme qui ne travaillait pas sur l'affaire d'Elisabeth Griffin tombe sur ses photos et est très étonnée parce qu'elle lui rappelle une fille qui avait disparu 1 an auparavant, Marilène Rousset, et elle s'en souvenait très bien parce que c'était la première enquête de sa carrière. Vraiment, Marilène et Elisabeth se ressemblaient beaucoup. Même sur certaines photos, on avait du mal à distinguer qui était qui. Comme cette gendarme avait encore un peu le temps, elle décide d'étudier le dossier d'Elisabeth Griffin pour voir s'il n'y avait pas des similitudes entre les deux affaires. Et là, elle tombe sur le nom de Jean-Yves Morel. Et Jean-Yves Morel, elle s'en souvenait très bien parce qu'elle l'a interrogé elle-même. Jean-Yves Morel, qui est aussi le beau-frère de Marilène Rousset. Et comme je le dis souvent, aha! Et cet interrogatoire l'avait bien marqué parce que Jean-Yves Morel était quelqu'un de très bavard, très agaçant et surtout, il n'arrêtait pas de la draguer, ce qui la mettait très mal à l'aise. Elle a même fini par se plaindre à son supérieur. Donc elle n'était pas prête à oublier cet individu. La gendarme alerte donc directement ses collègues qui travaillaient sur l'affaire d'Elisabeth Griffin. Et ces derniers se sont d'abord intéressés à sa voiture. En fait, le père d'Elisabeth leur a dit que cette dernière, tous les matins, mettait son compteur à 0 pour surveiller sa consommation d'essence. Et le jour où ils l'ont retrouvée, la voiture indiquait 57 km. Ça veut dire que le jour de sa disparition, Elisabeth a parcouru 57 km. Ils ont d'abord calculé la distance entre le domicile d'Elisabeth et le domicile de Jean-Yves Morel. Et entre ces deux endroits, il y a 54 km. Donc ça ne correspond pas. Alors les policiers calculent la distance entre le domicile de Morel et la cité à Lillebonne où a été retrouvée la voiture. Et bingo, là il y a 3 km. Donc 54 plus 3, 57 km. Et ça correspond parfaitement. Morel est alors immédiatement placé en garde à vue et comme d'habitude, ils ont 48 heures pour le faire parler. Jean-Yves Morel a 33 ans. Il est donc marié à Nadine et ensemble, ils ont une fille qui a 1 an à l'époque. C'est vraiment monsieur tout le monde. Il n'y a absolument rien à lui reprocher. Il va à la messe toutes les semaines, il a un travail stable, il est intégré à la société, il a des hobbies, la planche à voile, la mécanique, enfin bref.
On ne peut pas penser qu'un homme pareil peut être à l'origine de la disparition de ces deux femmes. Il parle d'abord de l'affaire Elisabeth. Morel leur dit alors qu'effectivement, il la connaissait, que depuis son stage, il l'avait revue parce qu'elle voulait justement qu'il lui retrouve un autre stage dans le même laboratoire. En tout cas, il leur dit que c'était complètement amical et que c'était elle qui l'avait rappelé pour lui faire cette demande. Morel se positionne alors comme étant son mentor, son protecteur, et il dit aussi que c'était quelqu'un qui était instable mentalement, qu'elle était très fragile, qu'elle était stressée par ses études parce que, soi-disant, son père la menaçait et lui disait que si elle ne réussissait pas, il allait lui couper les vivres. Les policiers ont vérifié cette information auprès du père d'Elisabeth qui leur a dit que c'était des mensonges, il n'avait jamais menacé sa fille et ils avaient une très très bonne relation. Les policiers avaient l'impression que Morel parlait de sa fragilité mentale pour les pousser un peu vers la piste du suicide. Le 24 et le 25 juin, Morel leur dit qu'il était malade, il avait eu une gastro, donc il a appelé son travail pour leur dire qu'il n'allait pas venir et il a aussi annulé les différentes activités qu'il devait faire, notamment aller à la piscine avec un de ses collègues. Mais sur son programme de ces 2 journées, il y avait quand même certaines incohérences, notamment une facture que les policiers ont retrouvée qui stipulait qu'en fait, Morel était allé chez le coiffeur ce jour-là. Donc pourquoi il ne leur a pas dit? Parce que lui, il maintenait sa version. Non, je ne suis pas sortie de chez moi, je n'ai rien fait, j'étais clouée au lit, j'étais malade. En plus de ça, les policiers vérifient son écriture et la comparent aux mots qu'ils ont retrouvés dans le sac d'Elisabeth. Et les experts sont formels, de toute façon ils sont toujours formels, il ne s'agit pas de l'écriture de Jean-Yves Morel. Pendant sa garde à vue, les policiers vont faire une perquisition chez lui. Et dans son grenier, ils retrouvent une porte verrouillée, ils arrivent à la forcer et derrière, ils retrouvent une quantité impressionnante de photos de sa belle-sœur, Marilène Rousset, ce qui est quand même très bizarre et très glauque. Ils trouvent également 140, vous avez bien entendu, 140 cassettes pornographiques. À l'époque, c'était des cassettes VHS. Ils trouvent dans le tas une cassette qui n'avait pas de jaquette, pas de titre, rien du tout, qui avait l'air d'être tout droit sorti d'un caméscope. Alors ils décident de la regarder. Et là, la cassette commence par un repas de famille. Donc dans le jardin, c'était l'anniversaire de Nadine. On voyait toute la famille, tout le monde s'amusait, etc. Et puis au bout de quelques minutes, on voit des images de Marilène en train de se changer. Elle n'avait pas du tout conscience qu'on la filmait et celui qui filmait s'attardait sur sa taille, sur ses attributs, sur son visage. Bah alors, Jean-Yves Morel, l'homme normal, l'homme banal, le père de famille parfait, le mari irréprochable, bah en fait, c'est un gros pervers dégueulasse. Avec tout ça, les policiers sont de plus en plus sûrs que c'est lui qui est à l'origine des disparitions de Marilène Rousset et d'Elisabeth Griffin. Mais ils n'ont que des preuves circonstancielles. Il leur faut des aveux et des preuves formelles. Les policiers qui étaient alors arrivés à 36 heures de garde à vue décident de le relâcher. En effet, on peut arrêter une garde à vue n'importe quand et on peut la reprendre au bout de quelques semaines, voire quelques mois. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas dépasser 48 heures. En faisant ça, les policiers espéraient avoir un peu plus de temps pour trouver des éléments contre Morel. Du coup, pendant les mois qui ont suivi, ils l'ont mis sur écoute, ils ont fait plusieurs filatures, mais ils n'avaient rien du tout à lui reprocher. Certaines personnes ont même jugé que la police était un peu trop hostile envers cet homme qui, après tout, n'a pas du tout le profil d'un tueur et le maire leur a même demandé de lever le pied et d'arrêter de le harceler. Puis un jour, alors qu'on s'y attendait pas du tout, un voisin de Morel va appeler les policiers et va leur dire qu'en fait, plusieurs mois auparavant, il voyait souvent Morel avec une pioche à la main et pourtant il ne plantait rien dans son jardin. Et il leur dit aussi qu'en juin dernier, Morel a bétonné toute sa terrasse. Intéressant. Entre nous, je ne comprends pas pourquoi le voisin n'a pas appelé les policiers plus tôt. Il ne faut pas être Einstein pour faire le lien entre j'ai un voisin qui est suspecté d'avoir tué 2 jeunes filles et c'est bizarre, il bétonne toute sa terrasse. Enfin, c'est une information importante qu'il aurait dû donner aux policiers bien plus tôt. Avant de faire quoi que ce soit, les policiers ont retrouvé le fournisseur auprès duquel Morel s'est procuré le béton et ce dernier leur a d'ailleurs dit que Morel a acheté une quantité astronomique de béton, bien plus que ce qu'il ne lui aurait fallu pour bétonner sa terrasse de 15 mètres carrés.
Le 28 avril 1998, soit 10 mois après la disparition d'Elizabeth Griffin, les policiers toquent à 7 heures du matin chez Morel. 20 gendarmes encerclent son pavillon et dressent une bâche devant chez lui pour éviter les regards extérieurs et les caméras. Avant de creuser, ils sortent un radar géologique. Et c'était la première fois en France qu'on utilisait un appareil comme ça. C'était à l'époque un appareil ultra moderne. Avec ça, ils sondent alors la terrasse dans le jardin. Et ils ne trouvent rien du tout. Ils passent alors au garage, dont le sol est fait en terre battue. Et là, ils trouvent quelque chose. Les gendarmes creusent alors et au bout de 90 cm de terre, ils tombent sur une dalle de béton. Mais alors une dalle de béton hyper épaisse, presque 1 mètre d'épaisseur. Ils sortent leur marteau-piqueur et ils commencent à creuser. Et quand enfin ils arrivent au bout de cette dalle en béton, ils trouvent, rien, que de la terre. Et là, les policiers, ils perdent un peu espoir. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient trouver quelque chose sous cette dalle de béton. Pendant tout ce temps, Morel, il est présent. Il a choisi d'assister aux recherches des policiers. Et quand il voit qu'ils sont arrivés sous la dalle en béton, il s'écarte, il rentre chez lui, il prend son téléphone et il appelle sa femme. Sa femme, il lui dit « Ils sont en train de creuser, on va bientôt savoir. » Et là, sa femme répond « On va savoir quoi? De quoi tu parles ?» Il lui dit « De toute façon, c'est trop tard, je ne peux rien te dire. » Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais dit que Morel était sur écoute. Du coup, au commissariat, il y a des policiers qui monitorent ces appels et qui entendent cette conversation. Du coup, ils trouvent ça un peu suspect. Ils appellent alors les policiers qui sont sur place et leur disent de continuer à creuser et ils vont certainement trouver quelque chose. Alors, les policiers se remotivent, retroussent leurs manches et continuent à creuser la terre. Et puis, un peu avant minuit, ils tombent sur un bout de plastique noir, un peu comme un sac poubelle ou une bâche qui est utilisée par les agriculteurs du coin. 2 gendarmes descendent dans le trou et avec un cutter coupent ce plastique noir et là, une odeur horrible de charogne se répand dans la pièce. Parfois, je me demande ce qu'un cadavre mort doit sentir. Ça doit vraiment, vraiment, vraiment sentir mauvais. Alors déjà que de la viande périmée, ça pue sa mère, alors un cadavre qui est là depuis des jours et des jours, ça doit vraiment, vraiment, vraiment schmouter. Ils sortent alors de ce sac noir d'abord un pied, puis un tibia, puis une jambe entière, et enfin un corps vêtu simplement d'un soutien-gorge. Et autour du cou, les policiers ont remarqué un collier avec un dauphin en or qui était le bijou fétiche d'Elizabeth Griffin. D'ailleurs, Morel avoue sur place et leur dit que c'était bien Elizabeth Griffin. Morel se fait bien sûr immédiatement arrêter et voici ce qu'il raconte. Il leur dit qu'Elizabeth et lui, c'étaient des amants et qu'elle lui en voulait parce qu'il ne lui avait pas encore trouvé de stage d'été. Du coup, le matin du 24, elle arrive chez lui en colère. Le ton monte entre eux et elle le menace de tout raconter à sa femme. Selon Morel, elle va se jeter sur lui, il va la repousser pour se défendre, elle va tomber en arrière et sa tête va heurter une poutre. Il leur a dit qu'il a complètement paniqué quand il s'est rendu compte qu'elle était morte, il s'est même vomi dessus, et puis après il a essayé de réfléchir à comment il pouvait cacher ça, il a pensé faire croire à une noyade, et il leur a dit que c'était pour ça qu'elle ne portait que son soutien-gorge, mais après il s'est rendu compte qu'il n'avait absolument pas le temps de tout mettre en place, et du coup il a décidé de l'enterrer avec le béton, etc. Et pour la disparition de Marilyn, il dit que ce n'est absolument pas lui. Les policiers continuent à lui mettre la pression, d'abord pour qu'il avoue vraiment ce qui s'est passé entre Elisabeth et lui, parce qu'ils avaient du mal à croire en cette version, et puis aussi pour qu'il avoue pour Marilyn Rousset. Les policiers vont lui dire que s'il ne dit pas la vérité, sa famille, son entourage vont le mépriser, que s'il voulait garder l'amour et le respect de ses proches, il fallait qu'il fasse preuve d'humanité. Et à ce moment même, une gendarme va rentrer dans la pièce et va proposer à ses collègues un café. Ça fait plusieurs heures que cet interrogatoire a commencé et ils ont besoin d'un petit remontant. Et là, Morel va s'adresser à la gendarme et va lui dire que lui aussi il souhaiterait un petit café. Et là, elle rétorque « Ah non, vous, jamais !» genre hyper agressivement. Et elle part. Et là, les policiers vont rebondir sur ça et vont lui dire « Vous voyez, vous commencez déjà à être méprisé. On vous conseille de nous dire la vérité. »
Et ça marche, il dit la vérité pour Elisabeth. Il leur raconte alors qu'en fait, ils n'étaient pas amants du tout, que c'était lui qui avait appelé Elisabeth pour qu'elle vienne chez lui parce qu'il voulait la voir pour pousser leur relation alors amicale un peu plus loin. Il disait que ces derniers temps, elle lui faisait la bise différemment, qu'elle l'embrassait beaucoup plus proche que la bouche, donc il pensait que c'était réciproque. Lorsqu'elle est arrivée chez lui, il a essayé de l'embrasser amoureusement, elle l'a repoussé et là, il n'a pas du tout apprécié, donc il l'a forcée, il l'a violée et à la fin, elle a menacé de le dénoncer, de tout raconter à sa femme et ça, il ne l'a pas supporté. Il l'a alors poussée par terre et il lui a cogné la tête contre le sol jusqu'à ce qu'elle meure. Évidemment, c'est lui qui a emmené la voiture jusqu'à la cité de Lillebonne et c'est lui aussi qui a écrit le petit mot Fred 10h le 24, sauf qu'il a utilisé sa main gauche pour brouiller les pistes. Mais par contre, il continue à nier pour Marilyn. Il est alors mis en examen pour le meurtre d'Elisabeth et il est incarcéré. Quelques jours après, il essaye de se suicider, mais ça n'a pas marché. Une semaine après, on ne sait pas pourquoi, Morel écrit au juge en lui disant qu'il veut soulager sa conscience. Il avoue alors le meurtre de Marilyn Rousset. Il leur dit alors que Marilyn et lui étaient amants, mais que lui se sentait très coupable envers sa femme et du coup il a voulu rompre avec elle. Marilyn l'a alors très mal pris, elle est rentrée dans une colère monstre et du coup le ton est monté entre eux, elle se jette sur lui, encore une fois une femme qui se jette sur lui, il la repousse, elle tombe par terre et là, en colère, il martèle sa tête contre le sol jusqu'à ce qu'elle meure. Puis il leur indique l'endroit où se trouve son corps et c'était sous un arbre dans son jardin. En fait, il avait creusé un trou pour planter un arbre et du coup il s'est dit je vais d'abord y mettre Marilyn avant de mettre l'arbre en question. Ils ont exhumé le corps de Marilyn qui était évidemment très abîmé. Ils n'ont pas pu valider la version de Morel et ils n'ont pas pu savoir si elle a été violée ou pas avant son meurtre. Les policiers ont fait quelques recherches pour savoir pourquoi un homme comme ça, a priori normal, a pété un câble et a tué 2 femmes, mais ils n'ont rien trouvé de concluant, surtout que ses collègues, son entourage, en fait, se rendent compte qu'ils ne le connaissent pas vraiment parce que c'est quelqu'un de très distant, de très froid. En février 2000, à Rouen, commence le procès de Jean-Yves Morel. Et là, Morel n'a plus aucun remords. Il revient d'ailleurs à ses versions initiales. Selon lui, Elisabeth et lui étaient amants, il a voulu rompre avec elle, elle est venue chez lui en colère, le ton est monté, il l'a repoussée, elle est tombée par terre et elle s'est cognée la tête contre une poutre. Pareil pour Marilyn, ils étaient amants, il a décidé de rompre avec elle, elle était très amoureuse de lui donc elle ne l'a pas accepté, le ton est monté entre eux, il l'a poussée, elle est tombée en arrière, sa tête a cogné contre un meuble, puis elle est tombée sur le carrelage. Bref, il a complètement changé ses versions. Un des témoignages les plus poignants était celui de Nadine qui était ravagée par le chagrin. Déjà, elle avait très peur pour sa fille qui avait 3 ans à l'époque du procès. Comment elle va grandir avec un père, avec un monstre comme Morel? En plus, elle se sentait très coupable d'avoir amené un individu pareil dans la vie de sa petite sœur, un individu qui est devenu son bourreau. Elle était choquée par tout ce qu'on disait sur son mari. Elle ne se doutait pas que ce dernier avait un goût prononcé pour la pornographie et surtout, elle ne savait pas du tout que son enfance avait été horrible. Parce que oui, l'enfance de Morel était très malheureuse. Ses 2 parents étaient instituteurs et son père le martyrisait. Il battait et humiliait ses enfants et sa femme au quotidien. Par exemple, lorsque la mère rentrait du travail le soir, le père l'obligeait à se mettre en porte-jartel et en chemisier transparent et puis après, il lui faisait des choses sexuelles devant ses enfants. Horrible. Et une des sœurs de Morel a raconté une anecdote terrible. Morel avait un aquarium de tortues qu'il adorait. Et un soir, il faisait un exercice de maths avec son père et à chaque erreur, le père écrasait une tortue à coups de poing. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la cruauté de ce geste. À chaque erreur, il écrasait une tortue. Et à chaque fois qu'il écrasait une tortue, Morel se tordait de douleur et de chagrin. Franchement, je pense qu'il faut faire passer des examens. Il faut avoir des critères précis pour les gens qui veulent avoir des enfants. Parce qu'après, quand on a des parents horribles et cruels comme ça fait des énergumènes comme Morel et on a des victimes innocentes. Franchement, si vous avez le moindre doute que vous allez être des parents horribles, cruels, que vous allez maltraiter vos enfants, les battre, abstenez-vous, ne faites pas d'enfants. Pourquoi vous en faites?
À part ça, le psychiatre a confirmé que Morel n'avait pas de troubles psychologiques, qu'il avait toute sa tête au moment des meurtres, donc il n'avait pas de problème de discernement. Le procès a aussi été marqué par le fait que le médecin légiste ait constaté que Marilyn avait de la terre dans l'estomac et dans les poumons, ce qui veut dire qu'elle a été enterrée vivante. Elle était peut-être inconsciente, mais elle était vivante. Et quand le médecin légiste a dit ça, Nadine a fait un malaise et a dû sortir de la salle. À l'issue du procès, Jean-Yves Morel écope de la perpétuité. Il a eu donc la peine maximale, ce qui a soulagé la famille des victimes. Mon histoire s'achève ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.